Avec nous ce soir, José Legault, Alec Castonguay, Christian Dufour, bonsoir. 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 On va revenir sur le budget, deux éléments, baisse d'impôts et est-ce que la crise du logement a été oubliée, oui ou non. Mais d'abord, revenons sur les baisses d'impôts. Je vous fais entendre un échange entre Gabriel Nadeau-Dubois et M. Legault à la période des questions aujourd'hui. Moi aussi, j'ai une suggestion pour son balado. Il devrait inviter un travailleur ordinaire, quelqu'un qui travaille fort, qui fait 30 000 par année, puis essayer d'y expliquer, yeux dans les yeux, en restant sérieux, pourquoi ce travailleur-là mérite 8 fois moins d'aide. 8 fois moins d'aide que son patron. Ça ferait un super bel épisode, ça. Il aimait mieux ses taxes oranges. Puis il ne respecte pas la classe moyenne. Il pense que la classe moyenne au Québec n'a pas besoin d'aide. Bien, c'est son problème. Voilà, M. Legault, ce matin, en point de presse, a rencontré les journalistes, a plaidé, a dit qu'il y a eu d'autres actions avant ce budget. On a envoyé des chèques aux gens aussi. Bon, bref, plaidoyer pour dire c'est pas vrai qu'on oublie les gens les plus démunis. Tour de table là-dessus, José Legault, est-ce que les baisses d'impôts ont bien passé selon vous? Bien, c'est sûr que la CAQ a été élue sur cette base-là. Ça faisait partie quand même de ses engagements principaux, même dans la partielle de Sainte-Marie-Saint-Jean qui écoutait Saint-Henri-Sainte-Anne, je mélange toujours ces deux côtés-là. Sur les pancartes électorales de la CAQ, il y avait M. Legault, puis c'était écrit en gros, la baisse d'impôts, là, les grosses lettres. Donc, c'est légitime politiquement. Maintenant, est-ce que c'est sage au moment où les besoins en services publics explosent partout? Ben, la question se pose, mais il n'y a pas de réponse possible puisque c'est en effet un engagement électoral. Voilà. Alec, puis vous avez animé l'émission à la radio sur le budget. C'était le gros morceau de ce budget-là, attendu. C'est le budget le moins secret qui nous a été donné de voir. On aurait pu tous dire ce qu'il y avait là-dedans avant. Comme dit José, promis, attendu, livré. Voilà. Oui, et je pense qu'il aurait été plus facile de critiquer le gouvernement, même si on le fait quand même, sur ces baisses d'impôts, si on avait dû rogner dans les services ailleurs. Mais quand on a des hausses du budget de la santé de 7,7 de l'éducation de 6 de l'enseignement supérieur de 5 de l'environnement de 14 c'est difficile de dire vous ne financez pas l'éducation et la santé, vous donnez des baisses d'impôts. Ce n'est pas ce qui s'est produit. On pige dans le fonds des générations. En fait, on réduit les contributions au fonds des générations, qui est un fonds qui faisait débat. Je rappellerai qu'à la dernière campagne électorale, 3 des 4 partis voulaient piger dans le fonds des générations ou y mettre carrément fin. Québec solidaire, le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec. Avec les libéraux, puisque c'est leur création qui voulait le garder, mais on promettait des baisses d'impôts encore plus importantes que la CAQ, qu'on aurait donc financé d'une manière ou d'une autre en coupant dans les services. Donc, les partis d'opposition essaient de critiquer la modulation de la baisse d'impôts. On aurait dû le faire autrement, faire différemment, mais la manière dont on le finance, c'est quand même assez difficile à attaquer. Ça, c'est le génie, je pense, de la Coalition Avenir Québec. Maintenant, bien sûr qu'1,7 milliard par année, on peut faire d'autres choses avec ça aussi, mais on aurait dû le dire en campagne électorale. Et José a raison, c'est les choix qu'on a faits, puis on aura obtenu un gouvernement fortement majoritaire. Et dans toutes les analyses qu'on pouvait lire économiques savantes aujourd'hui, Christian, beaucoup de gens, néanmoins, ont dit, pour cette année, tout ça se tient parce que, comme dit Alex, c'est le Fonds des générations de toute façon, d'une part, et d'autre part, on réinvestit en santé. 7,7, c'est beaucoup d'augmentation en santé. Comment vous avez analysé d'abord les baisses d'impôts et les réactions qu'elles ont suscitées? Ben, je trouve que c'est assez gagnant comme budget pour le gouvernement. C'est jamais le temps, en fait, de procéder à des baisses d'impôts parce qu'il y a toujours des objections, des craintes. Un budget, ça révèle la vraie nature d'un gouvernement, contrairement au discours inaugural ou au discours tout court. Donc, la CAQ révèle sa vraie nature. Rappelons que Francis Veil, dans la presse ce matin, en fait, nous disait que le Québec était la 3e juridiction la plus imposée dans le monde. Que le fardeau fiscal au Québec, c'est 9 et c'est beaucoup plus important que dans les autres pays de l'OCDE. Donc, il y a un vrai enjeu là-dedans. Si on a une vision où on dit l'État ne peut pas toujours devenir plus important,
On ne peut pas toujours se retourner vers l'État pour dire il y a des besoins, il y a de plus en plus de besoins, il faut dépasser. Donc la CAQ montre sa vraie nature là-dessus, qui est différente de celle des partis d'opposition, qui est plus une vision de gauche social-démocrate à la québécoise. Il y a beaucoup de Québécois qui trouvent que là, on paye beaucoup pour un État qui nous donne des services qui ne sont pas toujours de qualité. Jusqu'où ça va s'arrêter? Donc moi, je trouve que c'est assez gagnant pour la CAQ. Comme le dit Alec, en fait, en plus de ça, les dépenses de programme augmentent pour la peine. Le problème, c'est plus dans des dossiers comme le logement social, comme l'environnement, des dossiers, en fait, pour lesquels on sent que la CAQ n'a pas un enthousiasme, si vous permettez l'expression. La CAQ, M. Legault montre sa vraie nature, en définitive. Ouais, Je dirais, prenez, par exemple, la semaine passée, au même panel, lorsqu'on était à Amqui, puis M. Legault s'est mis à parler des dépenses de santé mentale, ce que j'ai critiqué d'ailleurs, je trouvais que la journée même, c'était pas le temps de le faire. Beaucoup de gens ont dit, ah, ça veut dire que dans le budget, il va y avoir plus de dépenses pour la santé mentale. C'est pas vrai. Il n'y a pas plus de dépenses pour la santé mentale pour la peine. Donc, c'est le moment de vérité. C'est ça, la CAQ. Okay. Le budget-là, le message, bon, c'est ça. Je vous prends la balle au bon. Mais allez-y, Josée. Oui. Oui, rapidement, sur les baisses d'impôts quand même, je pense que ce qui soulève des questions, au-delà de la légitimité démocratique du geste, c'est son iniquité. Vraiment là, face aux gens qui vont en bénéficier. C'est inéquitable d'avoir des gens, plus leur revenu est élevé, plus évidemment, ils vont profiter d'une baisse d'impôts importante. Et ça, c'est un petit peu la même chose, c'est le même problème qu'avec les chèques qui avaient été envoyés directement aux gens. Il y a plein de gens qui ont reçu des chèques et qui n'en avaient absolument pas besoin. On est en situation d'inflation, de crise du logement, etc. On n'est pas en situation normale là, en ce moment. Et je pense que ce qui soulève des questions, c'est vraiment l'iniquité de la formule. Oui, parce que les chiffres que vous voyez, là, qu'on a sortis hier, c'est ça qui a beaucoup fait réagir aussi les gens. Mais il faut qu'on... Ça, c'est des chiffres absolus. C'est un chiffre absolu, mais le point de pourcentage est le même, bien sûr. C'est les deux premiers paliers d'imposition, mais forcément, quelqu'un qui gagne plus aura plus de réduction d'impôts. Oui, donc, moins les gens en ont besoin, plus ils en profitent. C'est ça qui est le problème. Christian, un petit mot là-dessus. Surtout quand on a un couple, quand on a un couple qui fait quand même des bons revenus, ça peut leur donner, ça peut être très, très profitable. 1700. On n'est vraiment pas habitué à ça au Québec, parce qu'au Québec, en fait, on aide systématiquement les gens qui sont dans la misère, qui ont plus de problèmes. Là, en fait, Legault le dit, il l'assume, c'est la classe moyenne au sens large qu'il veut aider. Donc, c'est audacieux jusqu'à un certain point parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais l'audace n'est pas dans une vision à long terme, environnementale, sociale, de gauche. Parlant de la vision sociale, isolons la crise du logement et le besoin de logements abordables. Pas juste sociaux, là, mais abordables, qui comprend entre autres des logements sociaux. Je vais vous faire entendre la mairesse qui n'était pas contente du tout. Le maire de Québec n'était pas très content non plus hier parce que le gouvernement a annoncé... Au début du mandat de 2018, c'était 14 000 logements. Ils en ont fait, là, ça dépend, compléter, c'est 4 500 et 9 000 en voie d'être construits. Donc, 9 000 sur 14 000. Là, on en ajoute sur 4-5 ans, 5 000, dont 1 500 cette année. Mme Plante réagit et M. Legault répond. Je m'attends aussi à ce que la ministre de l'Habitation nous dise quel est son plan par rapport au logement social. Je ne parle pas de logement abordable. Et parce qu'à ce moment-ci, comme il n'y a pas d'argent neuf, on ne sait toujours pas, il n'y a plus rien. C'est comme si on enlevait, quand je disais on jette le bébé avec l'eau du bain, aucun argent nouveau, mais pas d'autres choses non plus. Qu'est-ce qu'elles font, les 24 000 ménages? Qu'est-ce qu'ils font? Quel message est-ce qu'ils doivent entendre? Je dis à Valérie Plante qu'il faut travailler ensemble. Comme je le disais, quand on passe par l'OMH, ça prend 4 ans construire. Donc, quand même qu'on ajouterait de l'argent. Il y avait déjà, avant le budget, de l'argent pas dépensé. C'est extrêmement spécial. Donc, il faut trouver le moyen d'accélérer la délivrance de permis, la recherche de terrain, etc., etc. Donc, quand Christian dit un budget, ça révèle beaucoup de choses. Alec, là-dessus, M. Legault dit, écoutez, là, on a financé, puis ils n'arrivent pas à en construire assez vite, alors on va réduire le tempo, là. Oui, il y a deux gros problèmes dans ce budget-là, c'est l'habitation et la justice, qui sont 2 droits fondamentaux qu'on est en train d'échapper au Québec. Les délais en justice sont longs, c'est inabordable, les gens sont plus capables de se payer des avocats puis d'aller faire reconnaître leurs droits en cours.
Et avoir un toit, c'est un droit universel, là, reconnu. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont plus capables de se loger, ou alors ils se logent, mais c'est tellement cher qu'ils doivent couper ailleurs. Il y a de plus en plus de travailleurs qui ont recours aux banques alimentaires, même s'ils ont 2 salaires, parce qu'ils payent plus de 50 de leurs revenus pour se loger. Écoutez, toutes les villes au Québec sont en bas de 2 de taux d'inoccupation. C'est 0,4 à Granby, 0,8 à Gatineau. Il y a une vraie crise du logement. Et là, j'ai reçu Éric Girard, le ministre des Finances, en entrevue ce midi à mon émission. Je l'ai talonné là-dessus parce que j'ai l'impression que des fois, on ne comprend pas en haut lieu la crise du logement. Et il m'a dit à un certain point, vous savez, c'est complexe, il n'y a pas de solution simple à des problèmes complexes. Et c'est vrai, mais le travail du gouvernement, c'est de trouver des solutions à des problèmes complexes. Et à un certain point, il me disait, tous les groupes de pression, évidemment, ne seront pas contents. Ce n'est pas une question de groupe de pression. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se loger décemment ou alors ils sont obligés de faire des compromis pour des choses vitales comme la nourriture. On est rendu à un point de rupture. Les villes ont raison et je sais que c'est complexe. C'est complexe construire, ça coûte cher, la main-d'œuvre n'est pas au rendez-vous, etc. Mais il faut trouver une manière de régler ça parce que c'est en train de devenir un problème immense. Un grand et on a chantier. l'impression qu'il en manque un peu de sensibilité au gouvernement sur cette question. Un grand chantier, José, un grand chantier parce que beaucoup de gens disent qu'on ne construit pas assez d'immeubles à logement. Là. Il y a des condos, tout ça, mais il manque d'immeubles à logement. Bref, sensibilité et dialecte, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je suis d'accord avec tout ce qu'Alec vient de dire. On a vraiment l'impression qu'il y a un effet de bulle en quelque part au gouvernement où on ne comprend pas la réalité du vrai monde. Là. Je reprends un peu l'expression de Valérie Plante. Là. Beaucoup de vrai monde vivent des situations très difficiles en ce moment. Et la pénurie de logements, parce que la crise de logement, c'est la pénurie de logements abordables, social, en bon état, etc. Oui, c'est complexe, c'est multifactoriel, mais moi, je me dis, si Christian Dubé cherche des Top Guns là, pour son agence de santé, je pense que ce gouvernement-là a besoin de Top Guns pour s'occuper de la crise du logement. Puis pas nécessairement qu'ils viennent du privé, par exemple, là, mais c'est cette volonté-là qu'on ne sent pas et cette insensibilité à ce que les gens à ce que beaucoup de gens vivent. Les prix des logements en ce moment à Montréal et en région, mais particulièrement à Montréal, sont scandaleux. L'offre est rarissime et les conditions qui sont imposées souvent parce que, bon, beaucoup de propriétaires ont le gros bout du bâton, sont absolument abusives. Alors, tout ça, quand on parle de Far West, là, bien, ça veut dire qu'on a besoin d'un shérif. Alors, il est où le ou la shérif? C'est certainement pas la ministre de l'Habitation en ce moment, ça c'est sûr et certain. Alors, on s'en va, on est déjà dans une crise sociale, on va vivre une fracture sociale bientôt si rien n'est fait de sérieux. On ne veut pas devenir comme d'autres grandes villes là, où il y a des extrêmes là, qui se vivent dans la situation du logement. Mais j'ai trouvé que l'échange ce midi à l'émission d'Alec, entre Alec et le ministre des Finances, M. Girard, était très intéressant et très révélateur parce qu'Alec l'a confronté pas mal. Et on a vu en fait que la vision du gouvernement était très différente. C'est vrai que la sensibilité n'est pas beaucoup là, mais je crois pas, moi je suis pas sûr que le gouvernement reconnaisse qu'il y a un droit fondamental au logement. Bon, on s'entend sur le plan humain, sur le plan social, on veut que tout le monde soit bien logé, là, mais si on parle des droits fondamentaux, je suis pas sûr que le gouvernement voit ça de la même façon que la justice. Par exemple. Et c'est clair que quant au gouvernement, la solution, c'est pas juste les logements sociaux, c'est pas juste le gouvernement du Québec, il l'a répété, hein, Alex, c'est complexe, c'est complexe. Donc, dans ce sujet-là, je le répète, le gouvernement est ailleurs. J'écoutais mes deux collègues faire leur plaidoyer très senti, là, c'est vrai qu'il y a une crise du logement, mais le gouvernement n'a pas cette vision-là, en fait. Je pense qu'il est prêt à intervenir, bon, il rappelle que c'est compliqué, mais il ne se sent pas à ce point responsable comme mes deux collègues voudraient que le gouvernement se sente responsable. Voilà, bien résumé. Je pense que Christian met le doigt sur bien le résumé. Ouais. C'est bien résumé. Je me tais, on passe à l'autre sujet parce que c'est bien résumé. Troisième lien, rapidement. On va écouter M. Legault. Est-ce qu'on peut écouter M. Legault sur le troisième lien? C'est très court, c'est 7 secondes. On va écouter M. Legault. Attendons, d'ici quelques semaines, l'étude d'achalandage, puis là, on pourra répondre à vos questions avec des données. Attendons d'ici quelques semaines, on va pouvoir répondre à vos questions, à vos données. Là, l'analyse à la mode, là, c'est de dire
Christian, je vais commencer avec vous. Ça ne se fera pas, finalement. C'est un boulet. Ils vont s'apercevoir que les données d'achalandage ne justifient peut-être pas autant d'argent. On en est où dans ce dossier-là? Moi, je commence à être heureux parce que je savais que pas j'étais tanné qu'on en parle. Je pense qu'on n'en parlera plus beaucoup. Je pense que ça ne se fera pas. Là. Je caricature, là, mais le budget, là, je le répète, ça dit ce qu'un gouvernement veut faire réellement. On n'en dit pas un mot dans ce budget-là. Pas un mot. Monsieur Legault est un peu enlisé dans ce dossier-là, mais moi, je ne suis pas prophète, mais j'ai l'impression que je vais être content parce qu'on va moins en parler. OK, Josée. Ben moi, contrairement à Christian, je pense que le troisième lien va se faire et que la construction va commencer le 1er avril avec des poissons dans notre dos. Alors, non, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. C'est en train de devenir un poisson d'avril, le troisième lien, grosso modo. Et ce ne serait pas une mauvaise chose non plus que ça ne se fasse pas. Êtes-vous aussi sûr que ça, Alec? Je ne suis pas si sûr que ça, mais disons que l'étude de la santé publique sur la qualité de l'air dans la Basse-Ville est venue donner un coup assez solide dans ce projet-là. Vous vous souvenez qui a tué le projet des casinos à Montréal? Avec le Cirque du Soleil, c'était la santé publique à l'époque. Là, on dit on ne peut pas avoir un troisième lien qui aboutit en Basse-Ville pour la qualité de l'air des résidents. Ce serait épouvantable. Ça s'ajoute à autre chose. Et je pense que ce n'est pas l'achalandage qui va tuer le troisième lien, c'est son coût. Parce que dans la région de Québec, on veut un troisième lien, mais on est des conservateurs fiscaux avant tout. Et quand la facture va être dévoilée, je pense que même à Québec, des gens qui vont dire on ne se paye pas ça. Le coût par voiture, parce que l'achalandage a quand même un lien. Le coût par voiture peut être exorbitant. On peut acheter un hélicoptère à un groupe de 10. OK. Chemin-Roxham. Ah, là, Christian. Bonne idée. Tu as changé, là, Christian. Chemin-Roxham, je fais entendre M. Poilièvre, M. Blanchet et M. Trudeau. La question, c'était est-ce qu'il y aura une annonce jeudi ou vendredi suite à l'entretien avec le président américain qui débarque demain soir? On écoute. Mettre fin au Buy America pour les entreprises canadiennes, mettre fin aux douanes sur notre bois d'œuvre pour supporter nos travailleurs dans la foresterie et sécuriser notre frontière en empêchant la migration illégale au chemin Roxham et ailleurs. Mais c'est vraiment Justin Trudeau qui a la capacité de fermer le chemin Roxham. Il devrait le faire. C'est lui qui indique que c'est la responsabilité de Joe Biden de protéger nos frontières. Moi, je crois que c'est le premier ministre du Canada qui doit protéger les frontières des Canadiens. Et comme premier ministre, je prendrai la responsabilité pour nos propres frontières et je mettrai fin à l'immigration illégale en masse qu'on voit maintenant. Là, il faut être prêt à dire, écoutez, si vous n'êtes pas prêt à renégocier l'entente sur les tiers pays sûrs, le Canada se prévaudra d'une disposition déjà existante dans l'entente selon laquelle on peut la suspendre unilatéralement. Je veux qu'on fasse le travail rapidement et ça c'est pourquoi j'ai dit que le gouvernement peut suspendre l'entente et puis on peut régler ces choses immédiatement. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille de proche avec les Américains pour rétablir la situation au chemin Roxham et de regarder l'entente sur les tiers pays sûrs. On va continuer notre travail, puis on va peut-être... Sur ce sujet... Là, vous avez mal entendu. On va peut-être, dit-il, avoir quelque chose à annoncer. Très rapidement, y aura-t-il quelque chose d'annoncé? Est-ce qu'il y aura un déblocage dans ce dossier-là? Josée, tour de table, je commence avec vous. J'en ai aucune idée, mais on l'espère tous, là, et je pense que politiquement, M. Trudeau a besoin d'avoir un petit quelque chose à mettre sur la table. Un petit quelque chose à mettre sur la table, exactement. Alec? Vous savez que ces rencontres-là sont scriptées pas mal d'avance. Si le premier ministre du Canada s'étire le coup en se disant « je vais peut-être avoir quelque chose à annoncer », je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait quelque chose à annoncer. Est-ce que ça veut dire que ça va être l'annonce globale qui règle tout? Ça, je suis moins certain, mais je pense qu'il va peut-être y avoir quelque chose comme un progrès d'annoncer d'ici vendredi soir. Je ne suis pas sûr que Christian va être totalement soulagé après l'annonce de jeudi ou de vendredi, parce que ça ne sera peut-être pas aussi simple qu'on ferme puis il n'y a plus personne qui passe là. À voir. Le bon côté, évidemment, c'est que là, tout le monde admet qu'il faut fermer ça. C'est un cancer. Il faut régler ça. Tout le monde admet pas qu'il faut fermer. Qui est très destructeur. Et là-dessus, je dois dire que je suis d'accord avec Poilièvre sur le fond. Je ne suis pas souvent d'accord avec lui. Quand il dit que fondamentalement, c'est la responsabilité du premier ministre du Canada, je suis d'accord avec ça. C'est un des rôles principaux de l'État. De faire respecter les frontières, c'est un des rôles principaux de Trudeau de le faire. Cela dit, si on peut le faire par d'autres moyens, je m'en fous.
Mais il faut fermer ça. Il nous reste quelques secondes chacun. Est-ce que vous n'êtes pas des cyniques? C'est pour ça que vous êtes des analystes politiques. C'est une visite quand même, peu importe les résultats, on verra, mais ça reste important comme visite, Josée. Ben, tout à fait, 2 jours, un premier ministre, un président américain qui vient au Canada, c'est exceptionnel. Là, OK. et je pense qu'avec tout ce qui se passe sur la Terre en ce moment, oui, je pense qu'ils ne manqueront OK. pas de sujet de conversation. Alec, vous allez suivre ça avec intérêt? Toutes les petites possibilités de convaincre le gouvernement américain qu'on existe et qu'on a besoin d'une certaine sensibilité sur certains sujets, protectionnisme, environnement, tout ce qu'on peut faire pour dire à Joe Biden, on est là, on le prend. C'est important, Christian, comme visite. Oui, évidemment. Bon, puis, moi, je suis Roxham que je veux surveiller. Je suis concret. Pour les Québécois, je pense que c'est ça l'enjeu OK. maintenant. Là. Puis, Très bien. je radote, mais on n'en parlera pas. Il faut en parler. Merci beaucoup. Au revoir. À demain. À la Merci. prochaine. Salut.